Bonjour à tous. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un bilan de la campagne et de où est-ce que nous en sommes. D'abord, c'était l'occasion de se féliciter du succès de la journée de mobilisation samedi dernier dans les rues, qui a vu converger une mobilisation sur les questions climatiques et historique de par son ampleur, mais aussi une convergence des Gilets jaunes dans de nombreuses villes de France. On a vu des Gilets jaunes et de défense du climat se mobiliser en même temps et de manière conjointe. L'occasion de dire aussi que la tentative actuelle d'opposer d'un côté un mouvement des Gilets jaunes et de l'autre un mouvement de défense du climat n'a aucun sens, parce qu'on l'a vu concrètement avoir des Gilets jaunes présents en grand nombre dans les rassemblements climat. Pour nous, le succès de cette journée de mobilisation clôt aussi une seconde phase, qui est celle ou plutôt entame une troisième phase autour de la semaine sur l'écologie. La semaine dernière, ça a été l'occasion pour nous de présenter un règlement européen sur la règle verte et un beau meeting à Caen qui a dépassé nos espérances aussi en termes de mobilisation, puisque la salle était trop petite pour accueillir tout le monde. Et donc une phase écologique qui pour nous amorce une nouvelle phase de campagne pour ces élections européennes. C'est donc l'occasion de faire un bilan de cette deuxième phase de campagne qui a débuté début décembre avec ma nomination en tant que tête de liste à la convention à Bordeaux et qui a permis d'accélérer aussi la campagne des européennes, accélérer notre campagne qui s'est déployée sur tout le territoire avec un certain nombre de réunions publiques qui se sont tenues, plus de 590 réunions publiques, 593 pour être exact, réunions publiques qui ont été tenues depuis début décembre, dont 384 avec des candidats, avec entre 50 et 100 personnes en moyenne dans chacune de ces réunions publiques. Donc pendant que les médias, une grande partie des médias ou de l'opinion publique ont pensé se désintéresser des élections européennes, ça nous a permis d'avoir un bon maillage du territoire et de couvrir d'organiser des réunions publiques autour de nos thèmes de campagne. Ça a été aussi, pendant ces mois-ci, ça a permis la création de nouveaux groupes d'action de la France Insoumise, plus de 230 qui ont été créés à ces 2 et 3 derniers mois. Enfin, dans un bilan plus exhaustif vous sera présenté par écrit, mais on a lancé aussi une opération qui était l'opération 471 à la fin janvier avec les holovanes qui ont sillonné tout le territoire. Nos holovanes ont déjà fait étape dans 144 villes, l'objectif étant d'en atteindre 471. 144 villes, l'occasion de diffuser des messages hologrammes, mais aussi avec la présence en chair et en os de candidats, d'avoir un débat sur la place publique, parce que n'en déplaise à certains maires qui ont refusé la présence de nos holovanes sur leur territoire, c'est notre façon de faire de la politique sur le terrain, dans la rue, sur les places des marchés, y compris dans des villes et des villages où peu d'actions politiques se déroulent. Voilà pour un bilan rapide de cette deuxième phase de campagne qui entame du coup pour nous une troisième phase de campagne qui va se tenir jusqu'à début mai, et nous voulions à cette occasion vous présenter un nouvel organigramme et une nouvelle organisation de la campagne, et notamment avec la nomination de Bastien Lachaud qui est ici présent. Je me sens toute petite à côté de Bastien et Manu, de Bastien qui est donc député au groupe de la France Insoumise et qui sera notre directeur de campagne pour les mois à venir, et donc qui va vous présenter un petit peu plus l'organisation de la campagne. Merci beaucoup Manon. Donc oui, une nouvelle phase avec un nouvel organigramme et la volonté de montrer que l'ensemble de la France insoumise est aux côtés de cette liste pour les élections européennes, et que c'est d'un seul mouvement que le groupe parlementaire, le mouvement, les candidats vont agir pour porter le programme L'Avenir en commun
aux élections européennes. Donc parce qu'en fait, nous avons au sein du groupe parlementaire des députés de combat qui mènent le combat au sein de l'Assemblée nationale contre les politiques d'Emmanuel Macron, qu'elles soient antisociales, antidémocratiques ou anti-écologiques. Et ces députés de combat sont d'une certaine manière ce que seront demain les futurs députés de France Insoumise au Parlement européen, des députés de combat qui combattront les lobbies, qui combattront les directives européennes, qui combattront les politiques libérales de la Commission européenne. Et c'est donc tous ensemble, toutes et tous ensemble, que nous allons mener cette campagne, essentiellement autour des 12 combats qui ont été adoptés lors de la convention autour du programme. Et donc, ces 12 combats seront portés par des binômes de députés et de candidats aux élections européennes. Ainsi, le combat sur la souveraineté du peuple au cœur de l'Europe sera porté par Farida Amrani et Jean-Hugues Rattenon, que le combat sur la liberté d'investir en faveur du progrès social et écologique et la lutte contre le diktat austéritaire de Bruxelles sera porté par Anne-Sophie Pelletier et Alexis Corbière. Le combat face aux ravages sur le climat pour récupérer la liberté d'organiser nos services publics et nos biens communs sera porté par Gabriel Amar et Muriel Réciguier. Face à l'Europe de la guerre, faisons l'Europe de la paix hors de l'OTAN, ce seront Manuel Bompard et Clémentine Autain qui le porteront. Face au libre-échange qui détruit nos vies et la planète, planifions la relocalisation écologique par le protectionnisme solidaire. Emmanuel Morel et Caroline Fiat seront les porte-voix de ce combat. Quant au combat face à l'agriculture productiviste et au glyphosate et pour une agriculture paysanne, bio et de proximité, ce sera Laurence Lyonnais et Loïc Prudhomme qui le porteront. Nous en avons... Il en ira de même face à l'extinction animale et aux violences qui leur sont faites. Préservions la biodiversité et combattons la maltraitance. Ce seront Bernard Borgiali et Bénédicte Taurine. Contre les multinationales et les lobbies, Younous Omarjee, Sabine Rubin. Face aux paradis fiscaux au cœur de l'Europe, éradiquons l'évasion fiscale, Leïla Chaibi, Hugo Bernalicis. Face au dumping social, supprimons la directive sur le travail détaché, Marina Mesure et Adrien Quatennens. Face à l'hécatombe à nos frontières, accueillons dignement les exilés tout en combattant les causes d'immigration, Benoît Schneckenburger et Daniel Obono. Et face à la xénophobie et aux menaces qui pèsent sur la laïcité et l'égalité entre femmes et hommes ou les droits LGBT, créons une Europe de l'émancipation, de la laïcité et de l'égalité, Pascal Lenémonique et Michel Larive. Et donc, ainsi, les combats qui sont aujourd'hui portés par nos députés nationaux à l'Assemblée nationale vont être portés pendant cette campagne avec des candidats. Et demain, nous aurons des députés au Parlement européen qui seront les porte-voix du peuple dans cette Assemblée où bien souvent le peuple est depuis bien trop longtemps exclu. Et donc, c'est cela que nous allons montrer dans cette troisième phase. Nous avons un commando de combat au Parlement français, nous aurons demain un commando de combat au Parlement européen et c'est ainsi que nous porterons notre programme et que nous enregistrerons des victoires dans ce Parlement. Alors, bien évidemment, la France insoumise est tout entière mobilisée dans ce combat, mais plus largement, nous avons également souhaité mettre en place un comité de soutien national à la liste et nous avons donc chargé des parlementaires, des candidats, d'animer ce comité de soutien. Et c'est ainsi que Éric Coquerel, Sergio Coronado, Marie-Noëlle Lindemann, Marina Mesure, Mathilde Panot et François Ruffin ont accepté d'animer ce comité de soutien. Donc l'idée de ce comité de soutien, ce n'est pas d'avoir une belle liste de personnalités qui juste donnent leur nom pour soutenir cette liste. Il s'agit bien d'avoir et de mettre en avant des personnes qui partagent notre vision des combats en Europe, aussi leur donner la parole et la manière et le moyen de continuer à porter leur combat aux côtés de notre liste et dans le cadre
de notre programme. Enfin, un point sur les finances dont sont chargés Marie-Pierre Oprandi et Maxime Charpentier. Et justement, concernant les finances, depuis le début de la campagne européenne, nous avons récolté 126 000 euros de dons. C'est bien, mais c'est malheureusement encore insuffisant parce que le financement d'une campagne électorale coûte cher et à l'heure actuelle, c'est le seul financement dont bénéficie la campagne, que sont les dons des Françaises et des Français. Et c'est pourquoi, en accompagnement de cette troisième phase de campagne, nous allons lancer une nouvelle campagne d'appel aux dons pour financer les actions de la France insoumise et de la campagne. Et parce que, comme nous l'avons fait la semaine dernière, avec une semaine de mobilisation pour le climat, nous allons, tout au long du mois d'avril, thématiser nos semaines d'action et nous allons ainsi porter les différents combats de notre liste et notre programme tout au long du mois d'avril jusqu'au début du mois de mai, où commencera une quatrième phase de cette campagne et nous nous retrouverons à ce moment-là pour détailler ce qu'il adviendra à ce moment-là. Mais là, je vais maintenant passer la parole à Manuel Bompard pour qu'il puisse détailler un petit peu le calendrier et les actions des 15 prochains jours de campagne. Merci Bastien, bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous. Alors on a parlé d'une troisième phase de campagne. La première phase de campagne, c'était celle qui a présidé à la constitution de la liste de la France insoumise, qui s'est terminée lors de notre convention qui a eu lieu à Bordeaux au mois de décembre. La deuxième phase, c'est celle qui nous séparait de cette convention de Bordeaux jusqu'à maintenant et dont les éléments chiffrés ont été rappelés tout à l'heure par Manon Aubry. La troisième phase, c'est effectivement celle qui s'ouvre maintenant et qui va se traduire aussi par une intensification de nos initiatives et de nos actions de campagne, par le fait que nous vous présenterons dans les prochains jours une affiche de campagne, un nouveau tract de campagne ainsi qu'un slogan, et surtout par le fait que dans les 15 jours qui viennent sont prévus 58 événements de campagne, dont je ne vais pas vous détailler l'intégralité, mais je voudrais insister sur quelques événements de campagne qui auront lieu dans les 15 jours qui viennent, avec d'abord deux éléments forts. Cette semaine, à la fin de la semaine, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau qui est prévue ce vendredi 22 mars, nous organiserons vendredi 22 donc, et samedi 23 deux initiatives de campagne autour de cette question et cette thématique de l'eau qui est un élément et un marqueur fort pour la France insoumise, puisque nous défendons dans cette campagne l'idée qu'il faut faire de l'eau un droit et l'accès à l'eau un droit fondamental en Europe, que nous portons un certain nombre de propositions pour cela, partout où nous sommes élus, dans les collectivités locales comme au niveau national, pour développer la gestion citoyenne et publique de l'eau, pour instaurer la gratuité des compteurs et des premiers mètres cubes de l'eau au domicile principal, pour faire en sorte que les citoyennes, les citoyens puissent avoir accès à ce droit qui est un droit indispensable, nécessaire à la vie humaine, améliorer les normes de qualité, gérer mieux la ressource en eau, car on sait que dans les combats pour la meilleure gestion de notre écosystème, pour la défense de notre écosystème, la question du droit et de l'accès à l'eau est une question majeure. Pour cela, vendredi, nous organiserons dans 6 villes de France des rassemblements décalés sur la gestion de l'eau et notamment pour lutter contre la privatisation de l'eau et de la mainmise qu'un certain nombre de grandes multinationales aujourd'hui veulent avoir sur l'eau. Donc des rassemblements décalés qui auront lieu vendredi 22 mars à Lille, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Aubervilliers et à Vannes. Et surtout, samedi 23, nous organisons à Lyon une journée nationale de la France insoumise pour le droit à l'eau et à la biodiversité. Une journée qui sera conclue par Manon Aubry, une journée qui a été organisée, préparée sous l'égide de Gabriel Amar, candidat de la France insoumise et militant associatif pour l'accès à l'eau. Donc cette journée, elle se déroulera à Lyon ce samedi. Elle permettra notamment de tenir ce qu'on appelle un atelier
construction de directives européennes sur l'eau, c'est-à-dire un atelier dans lequel nous inviterons les participantes, les participants à élaborer un texte de directive que nous pourrions proposer pour être inscrit dans le droit européen, pour préserver cette ressource indispensable à la vie humaine qu'est l'eau et permettre son accès à toutes et tous. Donc ça, c'est une première initiative importante, thématique, autour de la question de l'eau, qui aura lieu donc vendredi et samedi. Deuxième initiative importante dans les prochains jours, c'est la dernière ligne droite de la campagne que nous avons maintenant débutée il y a près de 6 mois pour l'inscription sur les listes électorales. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons cette année, c'est la première fois, jusqu'au 31 mars 2019 pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et ainsi voter aux élections européennes. Dans ce cadre-là, la France Insoumise rappelle que 12% des personnes qui y auraient le droit, des électeurs et des électrices, ne sont pas inscrits sur les listes électorales en France. Et donc, la question de permettre à chacune, à chacun de s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer à la vie démocratique de la nation est un enjeu fort, un enjeu sur lequel malheureusement le gouvernement est beaucoup trop silencieux et ne met pas en place les mesures nécessaires d'incitation à l'inscription sur les listes électorales. Et donc c'est une campagne que nous menons depuis maintenant près de 6 mois, et une campagne qui connaîtra une dernière ligne droite avec ce week-end, 23 et 24 mars, nous avons demandé au groupe d'action de la France Insoumise, partout où c'est possible, d'organiser des stands d'inscription sur les listes électorales. Troisième aspect, c'est effectivement ce dispositif de réunion publique qui vous a été présenté tout à l'heure et qui va s'intensifier. Je ne vais pas toutes vous les détailler, vous en donner peut-être quelques-unes, vous dire que Manon Aubry sera en réunion publique avec Adrien Quatennens vendredi 22 mars au soir à Beauvais, que je serai pour ma part avec Laïla Cheibi en réunion publique à Dijon jeudi 21 mars, que ce dimanche 24 aura lieu un meeting à Nevers avec Manon Aubry, Emmanuel Morel et le député Alexis Corbière, et par exemple que mercredi 27 mars aura lieu à Saint-Herblain, à côté de Nantes, une réunion publique avec Manon Aubry et Frédéric Vial, pour vous donner quelques dates, mais vous retrouverez sur le site internet de la France Insoumise, comme dans le dossier de presse que l'on vous distribue, l'ensemble de ces initiatives et événements de campagne, qui sont donc au nombre de 58 dans les 15 prochains jours, jusqu'au week-end du 30 et 31 mars, week-end qui sera pour nous un week-end de travail, puisque ce sera un nouveau séminaire des candidates et candidats de la France Insoumise. Voilà pour vous donner quelques éléments de campagne pour les 15 jours qui viennent. Et maintenant, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Oui, j'ai plusieurs questions. Allez-y. La première, c'était par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans les sondages. Elles ne sont pas nouvelles, mais comment vous les expliquez ? Est-ce qu'elles s'expliquent par la percée un peu des écolos ? Est-ce que ce sont les suites des perquisitions en automne dernier ? Ou est-ce que ça pourrait être aussi le positionnement de votre campagne, peut-être jugé trop anti-européen dans l'opinion publique. Enfin, en tout cas, comment vous expliquez ces difficultés et que visiblement vous souhaitez peut-être remédier avec toutes ces annonces de campagne pour relancer un peu la machine ? Plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on n'a pas forcément le sentiment d'être en difficulté au vu de la dynamique de campagne. Il suffit de prendre, je sais pas, le meeting à Caen la semaine dernière, où on avait une salle principale plus une salle annexe et on n'a pas réussi à faire rentrer tout le monde dans la salle. Et donc, il y avait plus d'une centaine de personnes qui se sont retrouvées dehors sans pouvoir assister au meeting, qui avait clairement dépassé nos espérances parce qu'on n'avait même pas de dispositif pour retransmettre le meeting dehors. Il y avait 1 millier de personnes en tout pour un meeting à Caen à 2 mois et demi des élections européennes. C'est plutôt un bon signe. Donc, déjà, nous, on a le sentiment qu'il y a des indicateurs qui sont positifs. Après, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'à 2 mois et demi du scrutin, les sondages sont à prendre avec des pincettes, ne serait-ce parce que moi, en tant que tête de liste, on m'a posé relativement peu de questions sur notre programme pour les européennes. Vous dites parce que la France Insoumise a une position sur l'Europe, mais à quel moment, enfin, une position qui serait jugée difficile ou autre sur l'Europe, mais à quel moment nous a-t-on posé des questions sur l'Europe ? Donc je ne crois pas que c'est le cas, et au contraire, le jour où on parlera véritablement de comment sortir de l'impasse européenne dans laquelle l'Union européenne telle qu'elle l'est à l'heure actuelle emmène les peuples européens, je pense que nous serons en capacité de marquer davantage de points. Et puis il y a un dernier élément de réponse, je pense,
c'est qu'un enjeu majeur pour nous, pour cette élection, est un enjeu de mobilisation, de lutter contre l'abstention. On sait que traditionnellement, les élections européennes sont un scrutin où il y a une relative faible participation. Et donc, nous voulons dire à tous ceux qui seraient tentés par l'abstention pour le 26 mai, qu'on voit qui est annoncée encore plus importante dans les sympathisants de la France insoumise. Nous voulons leur dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne faut pas laisser Emmanuel Macron remporter le scrutin le soir du 26 mai, que ne pas aller voter, c'est donner plus de poids à La République En Marche et à Emmanuel Macron. Et c'est aussi leur laisser plus de latitude dans les réformes à venir. Ils ont annoncé, par exemple, la réforme des retraites, repoussée comme de par hasard juste après les élections européennes. Et puis nous voulons leur dire aussi qu'un certain nombre de choses se jouent dans l'arène européenne qui ont un impact dans notre vie de tous les jours. Pour ne prendre qu'un seul exemple qui a un impact dans notre vie de tous les jours, la fermeture des petites gares et la fermeture des lignes de train, d'un certain nombre de lignes de train, est la conséquence d'une directive européenne qui est le 4e paquet ferroviaire, qui s'est joué à très peu de voix près, à 24 voix près, ce qui prouve l'importance de chaque voix et de chaque député au Parlement européen. Et nous nous engageons à refuser, par exemple, toute directive qui mettrait en concurrence nos services publics et qui libéraliserait nos services publics avec les conséquences que l'on connaît. Voilà pour plusieurs éléments de réponse, si tu veux compléter. Non. Allez-y. J'avais une autre question par rapport aux Zolovan. Quel bilan vous faites ça fait depuis 6 février, je crois. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu, rapidement, je crois que c'était une autre façon de faire campagne. Voilà. Quel bilan vous tirez? Quel intérêt un peu auprès de la population, des électeurs, on pouvait tirer de cette façon innovante de faire campagne? Nous en tirons un bilan très positif. C'est un moyen qui nous a permis et qui nous permet encore et qui va nous permettre jusqu'au 26 mai d'aller dans des endroits où on ne fait pas de politique, où personne ne va jamais. Ces petites villes de 5-10 000 habitants, ces zones rurales, périurbaines, qui sont cette France abandonnée par les services publics, abandonnée par l'État, et qui, justement, là, n'est plus abandonnée et où nous pouvons aller. Et comme l'a dit Manon Aubry, il ne s'agit pas juste de diffuser des hologrammes et de s'en aller. Il s'agit de créer un moment d'échange, un moment où on parle de politique sur les places publiques, dans des zones où on ne le fait jamais. Et la presse quotidienne régionale ne s'y trompe pas. Elle traite ces sujets, ces déplacements d'Holovan, comme des événements politiques à part entière, parce que ce sont des moments où on réinjecte de la politique là où il n'y en avait plus. Et c'est vraiment quelque chose qui permet à nos 79 candidats d'échanger avec les Français. C'est d'une certaine manière une version moderne du porte-à-porte. C'est-à-dire que là où on allait frapper aux portes des gens, eh bien, on crée cet espace de discussion sur le marché, devant la gare, avec un support innovant qui permet de capter l'attention, d'attirer et de susciter l'échange politique. Donc c'est vraiment pour nous la démonstration que quand on fait de la politique auprès des gens, avec les moyens de discuter, de créer cet échange, eh bien cela fonctionne et nous n'avons que des retours positifs des personnes avec qui nous échangeons et qui nous disent bien autre chose que ce que nous disent les sondages. Juste de manière générale, puis ça fera le lien avec vos deux questions. Il faut bien comprendre, c'est que nous, on ne fait pas campagne avec les yeux rivés sur des enquêtes d'opinion qui, honnêtement, de notre point de vue, ont une pertinence extrêmement relative de manière générale, mais encore plus à 2 mois du scrutin. Je vous rappelle quand même qu'en 2017, au début du mois de février 2017, donc à 2 mois de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 8% dans les enquêtes d'opinion et Benoît Hamon à 17%. Et qu'il y a 1 mois de ça, on nous présentait une liste Gilets jaunes qui devait faire 13% des voix dans toutes les enquêtes d'opinion. Et on nous interrogeait sur tous les plateaux de télévision en disant si on n'était pas déçus parce que cette liste Gilets jaunes allait nous prendre des voix. On observe aujourd'hui qu'il y a toujours une liste Gilets jaunes sondée dans les enquêtes d'opinion, mais qu'elle est à 4%, on ne sait pas de laquelle il s'agit.
Pour l'instant, a priori, il y en a plusieurs. On observe qu'il y a une catégorie liste Gilets jaunes à 4%, qu'il y a une catégorie autre liste à 3%, on ne sait pas ce que c'est non plus. Bon, donc tout ça, honnêtement, n'est pas très sérieux. Comme j'ai dit une fois en rigolant, ça a à peu près autant de pertinence scientifique que Paul Le Poulpe, qui était celui qui faisait des pronostics pendant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous en rappelez. Voilà. Et qui n'était pas mauvais d'ailleurs. Donc peut-être qu'il est meilleur même que les enquêtes d'opinion. Tout ça pour vous dire, honnêtement, c'est pas vraiment notre question aujourd'hui. Nous, notre question, c'est de mener un travail qui est un travail de fourmi. On sait la difficulté, on va pas la nier, de ce à quoi on s'attaque. C'est un sentiment de résignation totale face à la construction européenne. Un sentiment qu'à chaque fois que les personnes ont pris la parole sur ce sujet, leur parole a été bafouée, méprisée. Qu'à chaque fois qu'ils ont voté, je pense au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel, leur vote a été nié. Voilà ce à quoi on s'attaque. Et donc c'est un travail. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail patient pour essayer de faire la démonstration que oui, c'est possible dans ce cadre-là d'arracher des victoires, de s'opposer à des mauvais projets, de faire entendre au contraire le projet que nous voulons, nous, c'est-à-dire pas cette Europe de la concurrence entre les peuples, pas cette Europe du libre-échange, pas cette Europe de la destruction sociale, de la destruction de l'environnement, et au contraire un autre projet qui vise à faire en sorte qu'on s'attaque aux défis climatiques, qu'on s'attaque aux défis pour l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale. Bref, je ne vais pas faire le programme ici, mais ça, c'est un travail, un long travail. Et après, nous, on nie pas que les enquêtes d'opinion, elles doivent, pour tout le monde, être un signal d'alerte. Si vous n'allez pas voter, si vous considérez que ce n'est pas votre affaire, alors il y a une possibilité, c'est qu'Emmanuel Macron sorte en tête du vote le 26 mai prochain et qui balaye comme ça 6 mois de mobilisation, 4 mois d'occupation de ronds-points et de manifestations dans la rue tous les samedis. Et donc on dit à toutes celles et ceux qui nous écoutent, ne laissez pas faire ça. Laissez pas faire ça et mobilisez-vous. Voilà. Donc nous on est sereins et on mène ce travail tranquillement avec toutes ces réunions publiques, ce maillage qui passe un peu sous les radars médiatiques, mais sur lesquels ça a été dit par Manon et Bastien, nous avons des retours positifs. Et les Olovannes, ils s'inscrivent dans ce cadre-là. On n'est pas là pour faire des Olovannes avec 1000 personnes dans un village de 3000 personnes. On est là pour faire un travail qui est un travail de qualité, de discussion approfondie avec les gens. Voilà. On veut aller gagner les électrices et les électeurs un par un. Voilà le travail qu'on veut faire, et pour ça on a une liste qui est extrêmement déployée sur le territoire, un mouvement, la France Insoumise, qui est extrêmement déployé sur le territoire et qui s'attaque à cette montagne avec ses petits doigts, mais de manière patiente. Et on est convaincu que ça va porter ses fruits. C'est un peu, et je m'arrête là, la même démarche que ce qui avait été fait en 2016, le lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, ou alors que tous les médias regardaient les initiatives comme les primaires de l'autre gauche ou on ne sait quoi. Nous, on avait mené ce travail de terrain, patiemment, tranquillement, sous les radars médiatiques. On avait vu à la fin que ça avait permis de convaincre et de solidifier une base électorale qui n'est pas dans un effet de mode, qui est une base électorale qui est là parce qu'elle a compris le sens des propositions que nous formulons, qu'elle y adhère, que c'est un peuple conscient qui se mobilise. Et c'est ce travail qu'on est en train de mener. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. Dernière petite question par rapport à l'annonce de la candidature de Raphaël Glucksmann en tête de liste. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette liste PS, on va dire PS Place Publique, chez Place Publique? D'abord, je pense que c'est une déception pour tous les militants ou sympathisants de Place Publique qui pensaient que ce serait un mouvement rassembleur et qui se retrouvent à faire renaître de ses cendres un parti comme le Parti socialiste. Et je pense que c'est une déception pour eux. C'est assez surprenant. Après, c'est leur stratégie qu'on leur laisse, mais on n'oublie pas le rôle et les responsabilités du Parti socialiste, d'abord en France, qui, je pense, explique une grande partie d'électeurs déboussolés à gauche. C'est le Parti socialiste en France. Ils sont responsables du crédit impôt compétitivité emploi, par exemple, qui est une mesure extrêmement régressive et qui coûte énormément d'argent à l'État chaque année. Autant d'argent qui n'est pas investi, je sais pas, dans la transition écologique, par exemple, et qui du coup a un impact majeur qui a été prolongé après par Emmanuel Macron. Voilà de quoi le Parti socialiste est le nom, par exemple, en France. Et puis en Europe, je n'oublie pas que le Parti socialiste a voté des directives comme directive secret des affaires, certains traités de libre-échange, etc. Donc ça permet peut-être une clarification sur la position de Raphaël Glucksmann. Mais je pense qu'il faudra qu'ils assument collectivement les prises de position du Parti socialiste, et y compris
aussi pour le Parti socialiste qu'ils assument collectivement l'héritage politique porté par Raphaël Glucksmann. Voilà. C'est bon ? On conclut alors. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence de presse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles initiatives. Merci.